Vous connaissez ce sentiment quand on est complètement seul quelque part et que soudain, tous les poils de vos bras se hérissent? Cette conscience insidieuse qui vous fige en plein mouvement vous fait retenir votre respiration, tendant l'oreille pour capter quelque chose que vous n'arrivez pas tout à fait à identifier. Avant, je pensais que c'était juste de la paranoïa, l'imagination débordante de quelqu'un qui passait trop de temps dans des endroits isolés. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je comprends que notre corps perçoit parfois des choses que notre esprit conscient refuse d'accepter. Et parfois, ce qui vous observe est quelque chose qui ne devrait pas exister. Il faut que je raconte cette histoire depuis le début, même si une partie de moi a encore du mal à croire que c'est arrivé. Je m'appelle Margaret Chen, et cela fait près de 25 ans que je fais de la randonnée et que je photographie la faune dans ces forêts. J'ai commencé à 18 ans à peine, fraîchement sorti du lycée, en accompagnant ma grand-mère en camping. Elle connaissait chaque sentier, chaque ruisseau, chaque prairie cachée qui valait la peine d'être connue dans le coin. L'Allegheny National Forest est devenue ma deuxième maison, et après le décès de ma grand-mère, j'ai continué à y revenir, année après année, apprenant à connaître la terre comme elle me l'avait enseigné. Il ne s'agit pas des sentiers bien entretenus des parcs nationaux, avec des bornes kilométriques et des bancs de pique-nique tous les 400 mètres. Je parle de l'arrière-pays sauvage, des endroits où l'on peut marcher pendant 3 jours sans voir âme qui vive, où la canopée est si dense qu'à midi on se croirait au crépuscule, et où la route goudronnée la plus proche est à 6 heures de marche éreintante sur un terrain qui briserait la plupart des randonneurs occasionnels. Je pensais connaître ces bois mieux que mon propre appartement à Pittsburgh. Il s'avère que je me trompais lourdement. Tout a commencé l'automne dernier, vers la mi-septembre, quand des rapports ont commencé à circuler dans les petites communes en lisière de forêt. Quelque chose détruisait des campements dans les secteurs reculés du nord. Pas les dégâts habituels d'un ours qui éventre les glacières et éparpille les déchets à la recherche de nourriture. C'était différent. C'était d'une violence qui n'avait aucun sens. Des tentes déchiquetées en lambeaux, des chaises de camping tordues en des formes méconnaissables et, le plus troublant, de profondes entailles gravées dans les troncs d'arbres à des hauteurs qui auraient nécessité une échelle pour les atteindre. Le service des forêts a envoyé des gardes pour enquêter, et la version officielle fut qu'il s'agissait probablement d'un ours noir, particulièrement agressif, peut-être un qui avait été nourri par des campeurs négligents et avait perdu sa peur de l'homme. Certains murmuraient qu'il s'agissait d'un puma, bien que les félins de cette taille soient rares aussi loin à l'est et qu'ils n'aient pas l'habitude de saccager des campements, comme s'ils piquaient une crise de colère. Ces explications ne satisfaisaient personne ayant réellement vu les dégâts. Mais que pouvait-on dire d'autre? Quelle autre explication tenait la route? Je trouvais des traces étranges depuis des semaines avant de décider d'installer mon premier appareil photo. Elles apparaissaient après de fortes pluies, conservées dans les sections boueuses des sentiers de gibier où le sol était assez mou pour garder une empreinte. À première vue, elles ressemblaient presque à des empreintes d'ours, ce qui n'aurait rien eu de remarquable dans la région. Mais à chaque fois que j'en trouvais de nouvelles, quelque chose me chiffonnait. Elles étaient trop allongées, trop étroites au niveau de la voûte plantaire, et elles apparaissaient selon des schémas qui suggéraient une locomotion bipède plutôt que la démarche à 4 pattes d'un ours. Les empreintes étaient énormes. J'en ai mesuré une série près d'un passage de ruisseau. La plus grande faisait 43 cm du talon aux orteils et près de 18 cm dans sa partie la plus large. J'ai vu beaucoup de traces d'ours dans ma vie, et même le plus grand mâle ours noir ne laisse pas d'empreinte qui ferait paraître une chaussure taille 47 minuscule. Plus troublante encore était la longueur de la foulée. La créature qui avait fait ces traces parcourait de grandes distances avec des pas qui m'auraient obligé à trottiner pour suivre, et elle marchait en ligne remarquablement droite, pas le chemin sinueux qu'un ours en quête de nourriture emprunterait. Puis il y avait les marques de griffes. Je les ai trouvées sur des pruches matures près de plusieurs des campements détruits,
toujours avec le même motif. Des entailles verticales le long de l'écorce, commençant à des hauteurs de 2,50 m ou 3 mètres et descendant jusqu'au niveau des épaules. Ce n'étaient pas les griffures aléatoires d'un ours marquant son territoire ou aiguisant ses griffes. Celles-ci semblaient délibérées, presque artistiques dans leur précision, comme si quelque chose montrait ce dont il était capable, ou peut-être envoyait un message que je ne comprenais pas encore. Un matin de fin septembre, alors que je vérifiais un piège photographique que j'avais placé près d'une saline, je suis tombé sur une nouvelle série de ces traces distinctives. Elle menait directement vers une clairière que je surveillais depuis des années, une ouverture naturelle dans la canopée où un affleurement rocheux créait une sorte de petit amphithéâtre, avec une grotte peu profonde visible à la base d'une falaise de calcaire. J'avais tout photographié dans cette clairière, du cerf de Virginie à l'ours noir occasionnel, et c'était l'un de mes endroits préférés dans toute la forêt. Mais ce matin-là, en approchant de la clairière, l'atmosphère était différente. La symphonie habituelle des bruits de la forêt manquait. Pas de mésanges chantant dans le sous-bois, pas d'écureuils lançant des avertissements territoriaux, pas de corbeaux croassant à la cime des arbres. Même les insectes semblaient s'être tus. La forêt retenait son souffle, attendant quelque chose, et le poids de ce silence pesait sur moi comme une force physique. C'est là que j'ai décidé d'installer une caméra de surveillance dédiée. J'utilisais des pièges photographiques pour la photo animalière depuis des années, rien de sophistiqué, juste des appareils fiables capables de capturer des images décentes et de courts clips vidéo lorsque le détecteur de mouvement se déclenchait. Si quelque chose d'inhabituel se déplaçait régulièrement dans la région, je voulais des preuves. Peut-être que j'obtiendrais enfin une vidéo claire de l'ours qui causait tous ces problèmes, ou que je confirmerais la présence d'un puma qui s'était aventuré sur ce territoire. J'ai choisi un endroit à environ 25 mètres du bord de la clairière, montant ma caméra sur un hêtre robuste qui la maintiendrait stable face au vent et aux intempéries. L'angle me donnait une vue dégagée sur la zone ouverte et l'entrée de cette grotte peu profonde. J'ai positionné la caméra assez haut pour qu'un cerf curieux ne la fasse pas basculer, mais assez bas pour capturer tout ce qui marcherait au niveau du sol. L'emplacement semblait idéal, assez reculé pour ne pas avoir à m'inquiéter que d'autres randonneurs découvrent mon équipement, mais positionné le long de ce qui semblait être un couloir naturel pour la faune, avec des sentiers de gibier convergeant de plusieurs directions. J'ai noté la date et l'heure dans le petit carnet que j'emportais toujours. 23 septembre, vers 14h30. Le plan était simple. Laisser la caméra tourner pendant une semaine, puis revenir pour vérifier ce qu'elle avait enregistré. J'avais fait cette routine d'innombrables fois, finissant généralement avec des centaines de photos de cerfs à l'aube et au crépuscule, une dinde sauvage occasionnelle, et peut-être un raton laveur ou un opossum faisant sa ronde nocturne. En retournant à l'endroit où j'avais garé ma Subaru, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment de ne pas être seul. La sensation était comme une démangeaison impossible à gratter, une conscience persistante que quelque chose suivait ma progression à travers les arbres. Je me suis arrêté 2 fois et me suis retourné pour scruter la forêt derrière moi, mais je n'ai jamais rien vu qui puisse expliquer ce sentiment. Juste des ombres, des troncs d'arbres et la lumière filtrée de l'après-midi tombant en biais à travers la canopée. Pourtant, je me suis surprise à marcher plus vite que d'habitude et j'ai été sincèrement soulagé quand j'ai enfin atteint ma voiture. La semaine s'est écoulée avec une lenteur angoissante. J'ai suivi ma routine habituelle, travaillant à la clinique vétérinaire où j'étais employé depuis 15 ans, rentrant chez moi dans mon petit appartement, essayant de me concentrer sur des séries télé, des livres, n'importe quoi qui pourrait me distraire de cette caméra dans la forêt, enregistrant tout ce qui passait dans son champ de vision. Une partie de moi s'attendait à ne rien trouver de plus excitant que les photos habituelles de la faune. Mais une autre partie de moi, celle qui avait vu ces traces massives et ces marques de griffes inexplicables, espérait quelque chose qui fournirait enfin des réponses. Le 30 septembre est arrivé
et j'ai fait le long trajet en voiture et la randonnée encore plus longue pour retourner à la clairière. La caméra était exactement là où je l'avais laissée, intacte, le petit voyant lumineux clignotant pour indiquer que la batterie était encore bonne et que la carte mémoire avait encore de l'espace. J'ai récupéré la carte SD et suis rentré chez moi, impatiente de voir ce que la semaine avait capturé. Ce soir-là, j'ai chargé les images sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire défiler les résultats. Les premiers jours montraient le défilé attendu de la faune forestière. Des cerfs passant à l'aube, une biche avec des faons jumeaux broutant la végétation au bord de la clairière, des écureuils et des tamias déclenchant le capteur de mouvement avec leur activité constante. Une belle photo d'un renard roux trottant avec quelque chose de petit et de malchanceux dans sa gueule. Rien d'anormal pendant les 5 premiers jours. Puis je suis arrivé aux images de la 6e nuit. L'horodatage indiquait 3h14 du matin, lorsque la caméra s'est déclenchée pour la première fois. La photo initiale était sombre, la clairière n'étant éclairée que par le flash infrarouge de la caméra, mais quelque chose de grand se déplaçait à l'extrême bord du cadre. La deuxième photo, prise 3 secondes plus tard, le montrait plus clairement et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Quoi que ce fût, ce n'était pas un ours. La silhouette se tenait entièrement droite, clairement bipède et incroyablement grande. Plus grande que n'importe quel être humain que j'ai jamais rencontré, et j'en avais rencontré de très grands dans ma vie. Les proportions du corps n'étaient cependant pas celles d'une personne. Les épaules étaient trop larges, le torse trop épais et en forme de tonneau, les bras trop longs pour l'ensemble de la silhouette. La silhouette entière était couverte de ce qui semblait être une fourrure ou des poils denses et sombres, et elle se déplaçait à travers la clairière d'une démarche fluide et déterminée qui suggérait à la fois puissance et intelligence. Mais c'est la 3e photo qui a vraiment fait voler en éclats ma compréhension du monde. La créature s'était rapprochée de la caméra, assez près pour que je puisse distinguer plus de détails dans l'image infrarouge. Elle ne faisait pas que traverser la clairière pour une course nocturne quelconque. Elle regardait directement mon appareil photo. Le flash s'était reflété sur 2 yeux, leur donnant une qualité étrange et luminescente, et l'angle de la tête indiquait clairement que la créature avait remarqué mon équipement et l'examinait activement. La 4e et dernière photo de cette séquence montrait à nouveau la clairière vide. Quoi que ce fût, la créature était partie, mais pas avant d'avoir jeté un long regard délibéré sur mon installation de surveillance. J'ai fixé ces images pendant des heures cette nuit-là. J'ai zoomé jusqu'à ce que les pixels deviennent des taches floues sans signification. J'ai ajusté la luminosité, le contraste et tous les autres paramètres que mon logiciel photo offrait, essayant désespérément de me convaincre que je regardais quelque chose de normal. Peut-être que c'était juste un ours debout sur ses pattes arrière, curieux d'un objet inconnu sur son territoire. Peut-être que l'angle de la caméra et l'éclairage infrarouge agressif jouaient des tours, faisant paraître quelque chose d'ordinaire étrange et menaçant. J'ai appelé mon amie Denise vers minuit, incapable de rester seule avec ce que je voyais. Denise et moi nous connaissions depuis l'école vétérinaire, et elle avait toujours été la sceptique, la pragmatique, qui rejetait tout ce qui ne pouvait être prouvé par l'observation empirique. Je pensais qu'elle pourrait peut-être me raisonner, expliquer ce que je regardais, restaurer ma foi en un univers rationnel où des choses impossibles ne se promenaient pas dans les clairières de montagne à 3 heures du matin. Mais quand je lui ai montré les photos en visio, son dédain confiant habituel a vacillé. Elle n'arrêtait pas de me demander de zoomer, d'ajuster l'angle, de lui montrer à nouveau la séquence. Après 20 minutes d'examen silencieux, elle a finalement prononcé les mots que je redoutais. « Maggie, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Nous sommes restés en ligne 1 heure de plus, passant en revue les explications possibles. Une personne en costume semblait peu probable compte tenu de l'endroit reculé et de l'heure de la nuit.
Un ours debout ne correspondait pas aux proportions, ni à la façon dont la silhouette marchait clairement à travers la clairière plutôt que de simplement se dresser pour renifler l'air. Une sorte de canular élaboré impliquant mon matériel photo semblait paranoïaque et absurde. Au moment de raccrocher, aucune de nous n'avait trouvé d'explication logique et Denise m'a fait promettre d'être prudente si je retournais dans cette zone. Mais plus j'examinais ces photos, plus j'étais certaine d'avoir capturé quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Les proportions étaient totalement différentes de celles de n'importe quel ours que j'avais vu ou dont j'avais lu la description. Les ours ne traversent pas les clairières sur deux pattes, comme s'ils faisaient une promenade de minuit. La longueur de la foulée visible entre les photos séquentielles suggérait quelque chose avec des jambes beaucoup plus longues que n'importe quel mammifère nord-américain connu. Et cette dernière image, avec ses yeux fixant directement l'objectif de la caméra, suggérait une sorte de conscience qui allait bien au-delà de la simple curiosité animale. Je me suis surprise à revenir sans cesse à cette quatrième photo, attiré par ses yeux malgré ma peur. Qui avait-il derrière eux? Quel genre d'esprit était capable de reconnaître un piège photographique pour ce qu'il était, de s'approcher pour l'examiner plutôt que de fuir ou de l'ignorer? Les questions se multipliaient à mesure que je fixais l'image et les réponses restaient frustrantes et hors de portée. Vers 4 heures du matin, je me suis finalement forcé à m'éloigner de l'ordinateur. Mes yeux me brûlaient après des heures passées à fixer l'écran et mon café était froid depuis longtemps. Je me suis dirigé vers ma fenêtre et j'ai regardé la rue calme en bas, les formes familières des voitures garées, des lampadaires et du monde ordinaire qui semblait soudain moins certain qu'il ne l'avait été 24 heures plus tôt. Quelque part là-dehors, dans l'obscurité des montagnes que je croyais connaître, quelque chose était éveillé. Quelque chose qui avait regardé ma caméra et savait ce que c'était. Quelque chose qui pensait peut-être encore à l'étrange appareil qu'il avait trouvé monté sur un arbre et à l'humain qu'il y avait mis. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans mon appartement avec toutes les lumières allumées, buvant tasse après tasse de café, faisant défiler ces 4 photos encore et encore, essayant de donner un sens à ce que j'avais documenté. Je n'arrêtais pas de penser à ces yeux qui regardaient directement la caméra et je me demandais quelle sorte d'intelligence pouvait se cacher derrière. La plupart des animaux qui déclenchent les pièges photographiques ignorent complètement l'équipement ou sont effrayés par le flash et s'enfuient. Cette chose avait été assez curieuse pour s'approcher et enquêter. Elle avait démontré qu'elle était consciente d'être observée et avait choisi d'examiner l'observateur. Au matin, j'avais pris une décision que j'allais regretter plus tard. J'avais besoin de meilleures images, de plus d'angles, de photos plus claires. Si quelque chose d'aussi inhabituel se déplaçait régulièrement dans la région, je voulais le documenter correctement. Je voulais des preuves qui ne pourraient pas être rejetées ou expliquées. J'ai passé la journée suivante à rassembler du matériel de mon appartement et à faire un tour au magasin d'articles de plein air à la sortie de la ville. J'avais 2 autres pièges photographiques en stock, des modèles plus anciens, mais toujours parfaitement fonctionnels. J'ai acheté des piles supplémentaires, des cartes mémoire additionnelles et un spray éliminateur d'odeur pour masquer ma présence. Lors de la mise en place du réseau de surveillance élargi, le plan était de créer une formation en triangle autour de la position de ma caméra d'origine, établissant des champs de vision qui se chevauchaient pour capturer tout ce qui se déplaçait dans la clairière sous plusieurs angles. Je mettrais une caméra près de l'entrée de la grotte, une autre de l'autre côté de la clairière, et je garderais ma caméra d'origine à sa position actuelle. Avec 3 points de vue différents, je serais en mesure de suivre les schémas de déplacement et de recueillir une documentation beaucoup plus complète sur ce qui visitait la région. 2 jours plus tard, je suis retourné dans la forêt avec mon installation de caméras élargie. La matinée était fraîche et claire, le genre de journée d'automne parfaite qui me rendait habituellement reconnaissante d'être en vie et de pouvoir passer du temps dans des endroits comme celui-ci.
Mais dès que je me suis approché de la clairière, quelque chose n'allait pas. La forêt était à nouveau trop silencieuse. Ce même silence oppressant que j'avais ressenti lors de ma première visite, après avoir trouvé ces traces. Pas de chants d'oiseaux, pas de petits animaux gambadant dans le tapis de feuilles, pas de bruit d'insectes malgré la chaleur de la journée. Le silence était comme une respiration retenue, comme si toute la forêt attendait de voir ce que j'allais faire ensuite. L'installation de la première caméra supplémentaire a pris plus de temps que prévu. Je voulais que l'angle soit parfait, capturant tout ce qui s'approchait de l'entrée de la grotte depuis l'intérieur de la clairière. Trouver un arbre avec la bonne position et une ligne de vue claire a nécessité plus d'essais et d'erreurs que je ne l'aurais souhaité. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas pu me défaire de la sensation d'être observé. Toutes les quelques minutes, j'arrêtais ce que je faisais et je balayais lentement du regard la lisière des arbres autour de la clairière, cherchant le moindre signe de mouvement ou toute forme qui n'appartenait pas au décor. Je n'ai jamais rien vu d'évident, mais le sentiment persistait. Cette conscience rampante entre mes omoplates qui me disait que je n'étais pas seul. La deuxième caméra a été installée de l'autre côté de la clairière, orientée pour capturer tout ce qui se déplaçait le long du principal sentier de gibier qui descendait de la crête au nord. Cette position fournirait une vue de côté pour compléter l'angle frontal de ma caméra d'origine. Avec les 3 appareils en marche, j'aurais une couverture complète de la clairière et de la plupart de ses approches. Si quelque chose de plus gros qu'un lapin se déplaçait dans la zone, j'aurais des images sous plusieurs perspectives. C'est en positionnant ma 3e caméra que j'ai trouvé la première empreinte fraîche. Je cherchais l'endroit idéal pour la monter sur un chêne mature quand j'ai remarqué que le sol à proximité était plus meuble que les environs. Un léger creux avait recueilli l'humidité des pluies récentes, créant un support parfait pour préserver les impressions dans le sol. Et là, claire comme si elle avait été délibérément placée pour que je la trouve, se trouvait l'une de ces traces massives que j'avais documentées autour des campements détruits. Cette empreinte était encore plus nette que toutes celles que j'avais vues auparavant, montrant des impressions d'orteils individuels et ce qui ressemblait à la texture d'une peau épaisse et calleuse sur le talon et la plante du pied. L'empreinte était fraîche. Elle ne pouvait pas avoir plus d'1 jour à en juger par la netteté de ses bords. Mais ce qui m'a vraiment troublé, c'est son emplacement. L'empreinte était positionnée juste à côté de l'endroit où je m'étais agenouillé en travaillant sur le support de la caméra, assez près pour que la créature qui l'avait faite ait pu tendre la main et me toucher pendant que je me concentrais sur ma tâche. Cette prise de conscience a envoyé un frisson le long de ma colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec l'air d'automne. J'ai commencé à fouiller la zone plus attentivement et j'ai trouvé 2 autres empreintes, toutes 2 s'éloignant du chêne en direction de l'entrée de la grotte. Quoi que ce fût qui m'avait observé travailler, il avait fini par s'éloigner dans cette direction, mais pas avant de s'être approché suffisamment pour m'étudier à une distance quasi tangible. La pensée que je n'étais peut-être pas seul dans la forêt en ce moment même, que quelque chose m'observait peut-être à cet instant précis depuis la lisière des arbres, était à la fois terrifiante et étrangement exaltante. J'ai terminé l'installation des caméras aussi vite que possible, vérifiant que chaque appareil était correctement monté et fonctionnait avant de m'éloigner précipitamment de la clairière. Les 3 caméras affichaient des niveaux de batterie solides et des indicateurs de carte mémoire clairs. La couverture superposée semblait bonne sur le papier, mais j'étais soudain beaucoup moins confiante quant à la sagesse de ce que je faisais. En retournant vers ma voiture, je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule. La sensation d'être observé était plus forte que jamais et je me suis surprise à me déplacer plus vite que je ne le ferais normalement sur le terrain escarpé et couvert de racines. Plusieurs fois, j'ai été certaine d'entendre quelque chose se déplacer parallèlement à mon chemin à travers les arbres, restant juste hors de vue, mais égalant mon rythme avec une précision dérangeante. À un moment donné, je me suis arrêté complètement et j'ai retenu mon souffle, écoutant. Pendant peut-être 10 secondes, tout fut silencieux,
Puis j'ai entendu ce qui ressemblait à une grosse branche se brisant quelque part derrière moi, suivi du bruissement de quelque chose de grand se déplaçant à travers un sous-bois épais. Quand je me suis retourné brusquement, je n'ai rien pu voir. Mais la section de forêt dans cette direction était devenue complètement silencieuse, comme si tout ce qui y vivait s'était soudainement enfui ou figé sur place. Je n'ai pas couru jusqu'à ma voiture. Cela aurait trop ressemblé à un aveu de défaite, à la reconnaissance que j'étais réellement effrayé par quelque chose que je ne pouvais toujours ni voir ni identifier. Mais j'ai certainement marché plus vite que la normale, et je respirais fort au moment où j'ai atteint le début du sentier et vu ma Subaru poussiéreuse qui m'attendait là où je l'avais laissée. Cette nuit-là, je n'ai pu me concentrer sur rien. J'ai essayé de dîner, mais la nourriture avait un goût de carton. J'ai essayé de regarder la télévision, mais je ne pouvais pas suivre l'intrigue la plus simple. Je n'arrêtais pas de penser à cette empreinte fraîche juste à côté de l'endroit où j'avais travaillé. Preuve que quelque chose s'était approché à portée de main pendant que j'ajustais nonchalamment les angles de la caméra. Depuis combien de temps m'observait-il ? Avait-il été là tout le temps, restant juste assez caché pour ne pas être détecté ? L'idée que j'avais été observé pendant toute ma visite à la clairière, peut-être à seulement quelques dizaines de mètres de distance, était profondément et fondamentalement troublante. 3 jours plus tard, j'ai décidé de vérifier mes caméras plus tôt que prévu. Le plan initial était d'attendre 1 semaine complète, de laisser la zone revenir à la normale après mon intrusion, mais la curiosité l'a emporté sur la prudence. J'avais besoin de voir ce que l'installation élargie avait enregistré. J'avais besoin de savoir si la créature de mes premières images était revenue. La randonnée de retour vers la clairière s'est déroulée sans incident jusqu'à ce que j'approche de l'emplacement de mes caméras. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose avait terriblement mal tourné. La matinée avait commencé normalement. J'avais préparé un sac léger avec de l'eau et des encas. Je m'étais dit que ce n'était qu'une vérification de routine, comme j'en avais fait des dizaines. J'avais essayé d'ignorer le papillonnement nerveux dans mon estomac qui n'avait rien à voir avec la faim. Le trajet jusqu'au début du sentier a pris environ 40 minutes, serpentant à travers de petites villes qui commençaient à peine à montrer des signes de tourisme automnal. Les touristes venus des villes pour admirer les couleurs et manger dans les petits restaurants qui parsemaient les routes principales. Je me suis garé à mon endroit habituel, un petit accotement au bout d'une route de gravier que la plupart des gens dépassaient sans le remarquer. L'air matinal était frais et vif, portant l'odeur des feuilles mortes et de la fumée de bois lointaine d'une cheminée invisible. J'ai mis mon sac sur mes épaules et j'ai commencé à monter le sentier, me disant que tout serait normal, que les caméras ne montreraient rien d'inhabituel, que mes peurs étaient exagérées et que mon imagination s'emballait. La première heure de marche s'est passée sans incident. Je me déplaçais à mon rythme habituel, m'arrêtant de temps en temps pour photographier des champignons intéressants ou pour vérifier les coordonnées GPS sur mon téléphone. La forêt semblait normale, pleine des bruits et des mouvements attendus de l'automne. Des écureuils ramassant des glands, des pics martelant des arbres morts, l'éclair occasionnel d'un cerf de Virginie s'enfuyant à travers le sous-bois. Puis, j'ai traversé ce que j'en étais venu à considérer comme la zone de silence, la zone entourant la clairière où les bruits normaux de la forêt semblaient s'estomper. La transition n'a pas été progressive. Un instant, je marchais dans une forêt normale. L'instant d'après, j'étais entouré de ce silence oppressant qui m'était devenu si familier. Mes pas semblaient anormalement bruyants sur le sentier couvert de feuilles. Et je me suis surprise à marcher plus prudemment, essayant de minimiser le son de mon passage. La première caméra que j'ai vérifiée, celle que j'avais montée près de l'entrée de la grotte, avait disparu. Pas renversée par le temps ou endommagée par une branche tombée. Disparue. La sangle de montage que j'avais utilisée pour la fixer à l'arbre avait été cassée ou coupée, et la caméra elle-même avait été complètement retirée. J'ai fouillé la zone autour de l'arbre pendant 20 minutes, regardant sous chaque buisson et derrière chaque rocher, mais je n'ai trouvé aucune trace de mon équipement.
La deuxième caméra supplémentaire, positionnée de l'autre côté de la clairière, était toujours en place, mais quelque chose avait changé son orientation. Au lieu de pointer vers le centre de la clairière comme je l'avais prévu, la caméra était maintenant dirigée vers le sentier principal, la direction par laquelle j'arrivais toujours. L'appareil était toujours fonctionnel, toujours solidement monté, mais il avait été délibérément repositionné pour surveiller mon itinéraire d'arrivée plutôt que la clairière elle-même. Quelqu'un ou quelque chose avait compris d'où je venais et avait ajusté mon équipement pour guetter mon retour. Ma caméra d'origine restait à sa position initiale, mais en m'approchant pour l'examiner, j'ai pu voir de grandes empreintes maculées sur le boîtier de l'objectif. Pas des empreintes digitales humaines. Celles-ci étaient beaucoup plus grandes, avec un motif de crête différent, et elles suggéraient que quelque chose avec des mains énormes avait pris la caméra et l'avait examinée de près avant de la remettre dans son support. En faisant le tour de la clairière, j'ai trouvé des empreintes fraîches partout. Les pluies récentes avaient laissé le sol meuble et les traces étaient claires et nombreuses. Quoi que ce fût qui était venu, il avait passé un temps considérable dans la région, s'approchant de chaque emplacement de caméra et étudiant systématiquement mon équipement de surveillance. La découverte la plus troublante fut une série d'empreintes qui formaient un circuit complet autour de la clairière, restant juste à l'intérieur de la lisière des arbres. Quelque chose avait parcouru tout le périmètre, probablement pendant mon absence, vérifiant chaque position de caméra sous plusieurs angles. Les traces suggéraient une approche méthodique, presque scientifique, de l'enquête sur mon installation. Ce n'était pas une curiosité animale aléatoire. C'était quelque chose qui comprenait à quoi servaient les caméras, quelque chose qui avait délibérément interféré avec mon opération de surveillance. La prise de conscience que la créature avait non seulement trouvé mes caméras, mais les avait activement manipulées et en avait volé une était profondément dérangeante. Cela démontrait un niveau d'intelligence et d'intentionnalité qui me faisait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur ce qui vivait dans ces forêts. Debout au milieu de cette clairière, entouré de preuves que quelque chose avait systématiquement examiné mon équipement, je me sentais plus vulnérable et exposé que je ne l'avais jamais été de ma vie. Quoi que ce fût là dehors, il savait que je l'observais, et il m'observait en retour. J'ai récupéré les cartes mémoire de mes 2 caméras restantes et j'ai quitté la clairière, me déplaçant plus vite que je ne le ferais normalement sur le terrain accidenté. Plusieurs fois, j'ai cru entendre un mouvement qui suivait mon rythme à travers les arbres. Dense, mais je n'ai jamais rien vu de définitif. La forêt est restée anormalement silencieuse jusqu'à ce que je sois presque de retour au début du sentier, lorsque les bruits normaux d'oiseaux et d'insectes ont soudainement repris, comme si une frontière invisible avait été franchie. Ce soir-là, j'ai chargé les cartes mémoire et j'ai découvert que mes pires soupçons étaient justifiés. Les caméras avaient capturé de nombreuses images de la créature examinant mon équipement et se déplaçant dans la clairière. Les images étaient plus nettes que ma première série, montrant plus de détails sur ce à quoi j'avais affaire, et ce qu'elles montraient me faisait trembler les mains alors que je les faisais défiler. La créature était définitivement bipède, définitivement intelligente et définitivement beaucoup plus grande que n'importe quel animal connu dans la région. Les images la montraient s'approchant de chaque emplacement de caméra, passant plusieurs minutes à examiner chaque installation avec ce qui semblait être une attention prudente et systématique. Sur une image particulièrement frappante, la créature regardait directement l'objectif de ma caméra d'origine à quelques mètres de distance, assez près pour que je puisse distinguer la texture de ses traits faciaux et le reflet de la lumière infrarouge dans ses yeux profonds. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la nature délibérée de ses actions. Ce n'était pas un comportement aléatoire, déclenché par la nouveauté ou l'instinct, territorial. La créature avait méthodiquement inspecté chaque caméra, compris comment ajuster leur position et en avait retiré une entièrement. L'intelligence affichée dans les images était indubitable et profondément troublante.
Mais l'image la plus dérangeante était la dernière capturée avant mon arrivée pour vérifier les caméras. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise à peine 2 heures avant que j'atteigne la clairière. La créature se tenait à la lisière des arbres, partiellement dissimulée derrière un énorme tronc de pruche, et semblait observer le sentier par lequel j'allais approcher. Elle m'avait attendu. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque bruit à l'extérieur de mon appartement, le vent faisant vibrer les vieilles fenêtres, une voiture passant dans la rue en bas, les craquements de l'immeuble vieillissant, me faisaient sursauter et chercher le couteau de chasse que j'avais posé sur ma table de chevet. Je n'arrêtais pas de penser à cette dernière image, à la façon dont la créature s'était positionnée pour observer mon approche. M'avait-elle vu arriver et s'était-elle retirée avant que je n'arrive ? Ou était-elle restée cachée quelque part à proximité, m'observant pendant tout le temps où j'examinais mes caméras et cherchais l'équipement manquant ? Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait à l'encontre de tous mes instincts, me criant de rester loin de cette clairière et de tout ce qui y était associé. Si la créature était aussi intelligente qu'elle le paraissait, peut-être pourrais-je observer son comportement directement, plutôt que de me fier à des pièges photographiques qu'elle pouvait facilement éviter ou manipuler. Contre tous les avertissements que mon esprit rationnel me hurlait, j'ai décidé de passer une nuit dans la forêt, près de la clairière. J'ai passé l'après-midi à me préparer pour un camping d'1 nuit. J'ai voyagé léger, une petite tente pour 2 personnes, un sac de couchage conçu pour le froid, de la nourriture et de l'eau de base pour 1 nuit, et l'essentiel pour les situations d'urgence. J'ai aussi apporté une puissante lampe de poche LED avec des piles neuves, et le fusil de chasse calibre 12 que je gardais pour les rencontres avec les ours, bien que j'espérais sincèrement ne pas avoir à utiliser l'un ou l'autre. Le plan était d'installer mon camp à environ 200 mètres de la clairière, dans une position qui me donnerait une vue dégagée de la zone, tout en me gardant à l'écart de l'activité immédiate qui s'y déroulait. La randonnée de retour vers la zone ce soir-là était fondamentalement différente de tous mes voyages précédents. La forêt semblait plus vivante, bourdonnante d'une activité et d'une conscience que je n'avais jamais remarquées auparavant. Chaque bruissement dans le sous-bois, chaque craquement de brindilles, chaque cri d'oiseau me rendait hyper consciente de tout ce qui se passait autour de moi à chaque instant. La nature sauvage, que je pensais connaître intimement, était devenue étrange et menaçante, pleine de sons et de mouvements qui semblaient soudain chargés d'une signification que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. J'ai pensé à faire demi-tour au moins une 12aine de fois pendant cette randonnée. Chaque instinct, affiné par des années d'expérience en pleine nature, me criait que c'était une mauvaise idée, que je commettais une erreur à laquelle je pourrais ne pas survivre. Mais autre chose, un mélange de curiosité, d'entêtement et peut-être d'un peu d'orgueil mal placé, a maintenu mes pieds en mouvement sur le sentier. Ma grand-mère aurait appelé ça être têtu comme une mule. Elle disait que je tenais ça d'elle, cette même incapacité à lâcher une question une fois qu'elle s'était logée dans mon cerveau. « Maggie, disait-elle, ta curiosité te causera de vrais ennuis un jour. » Je riais quand elle disait ça. Je ne riais plus. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers la canopée en rayons dorés, à la fois magnifique et troublant. Chaque ombre semblait plus profonde qu'elle ne le devrait. Chaque parcelle de sous-bois cachant potentiellement quelque chose qui observait mon approche. Je me surprenais à m'arrêter fréquemment pour écouter, tendant l'oreille pour entendre quoi que ce soit qui pourrait indiquer que je n'étais pas seul. Mais la forêt ne trahissait rien. J'ai trouvé un bon emplacement de camping sur une petite butte surplombant la clairière. La position me donnait une ligne de vue dégagée sur l'entrée de la grotte et la majeure partie de la zone ouverte, tout en me gardant en hauteur et partiellement dissimulé derrière un groupe de rochers couverts de mousse. J'ai monté ma tente avec une efficacité rodée et je me suis installé pour attendre l'obscurité. Le soleil s'est couché vers 19h45 et l'obscurité totale est tombée environ 1 heure plus tard. Les nuits d'automne arrivent tôt
et sont froides dans les Alleghenies. Et j'étais reconnaissante pour le sac de couchage chaud et les couches supplémentaires que j'avais apportées. Je me suis positionnée à l'extérieur de la tente, le dos contre l'un des rochers, le fusil sur mes genoux, et j'ai commencé ma veillée. Pendant les 2 premières heures, tout semblait normal. J'ai entendu les bruits nocturnes habituels, des grands-ducs d'Amérique lançant leurs cris territoriaux, de petits animaux se déplaçant dans le sous-bois pour leurs rondes nocturnes, les jappements lointains de coyotes quelque part plus profondément dans la forêt. La clairière en contrebas est restée vide et immobile, suffisamment éclairée par la lumière des étoiles pour que je puisse distinguer les formes générales et les mouvements. Vers 22h15, les choses ont commencé à changer. Les bruits nocturnes habituels se sont tus, un par un, comme si quelqu'un baissait lentement le volume d'une radio. En peut-être 15 minutes, la forêt était devenue presque complètement silencieuse. Plus de cris de hibou, plus de bruissements de petits animaux, plus de chœurs d'insectes. Le calme était si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. C'était contre nature, anormal, comme si le monde retenait son souffle en prévision de quelque chose de terrible. C'est là que j'ai entendu les bruits de pas. Ils ont commencé quelque part à ma droite, se déplaçant lentement à travers la forêt en direction de la clairière en contrebas. Le son était sans équivoque, quelque chose de grand marchant sur 2 jambes, posant chaque pied avec un soin délibéré. Les pas étaient trop lourds et trop espacés pour être humains, et ils avaient un rythme presque hypnotique, une cadence lente et mesurée qui parlait de patience et de détermination. Je me suis efforcé de voir un mouvement dans l'obscurité en bas, mais ce qui faisait ces bruits de pas restait caché dans la lisière des arbres autour de la clairière. Pendant près d'1 heure, je pouvais l'entendre se déplacer autour du périmètre de la zone ouverte, s'arrêtant parfois longuement, avançant parfois de quelques pas avant de s'arrêter à nouveau. Il semblait inspecter la clairière, vérifiant s'il y avait eu des changements depuis sa dernière visite. Vers minuit, les pas se sont complètement arrêtés. La forêt est restée silencieuse pendant encore 30 minutes et j'ai commencé à espérer que ce qui se trouvait là-bas était parti, satisfait de sa patrouille. Je me trompais. La première indication que je n'étais plus seul sur la butte est venue sous la forme du bruit de quelque chose de grand se déplaçant dans les arbres juste derrière mon campement. Pas les pas prudents et mesurés que j'avais entendus depuis la clairière, mais un mouvement plus rapide à travers des broussailles épaisses, comme si quelque chose approchait de mon emplacement depuis une direction complètement différente. Je me suis retourné lentement, essayant de ne pas faire de mouvements brusques qui pourraient attirer l'attention ou provoquer une réaction. La forêt derrière moi était complètement sombre, et je ne pouvais distinguer aucune forme ou mouvement spécifique. Mais je pouvais entendre quelque chose là-dehors, restant juste hors de portée de ma vision, tournant autour de mon campement. Puis j'ai entendu des pas sur ma gauche, se déplaçant parallèlement à la butte, et plus de mouvement sur ma droite. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Il n'y avait pas qu'une seule créature là-dehors. Plusieurs choses se déplaçaient autour de mon campement, restant cachées dans l'obscurité, mais ne faisant aucun effort pour dissimuler les bruits de leur approche. Le sentiment d'être encerclé était écrasant. Je m'étais positionné sur la butte en pensant que cela me donnerait un avantage tactique, une vue dégagée de la zone que je voulais observer. Au lieu de cela, je m'étais mise dans une position où je pouvais être approché de plusieurs directions sans véritable avertissement ni possibilité de retraite. Pendant les 2 heures suivantes, je suis restée assise, immobile contre le rocher, le fusil levé et prêt, écoutant les mouvements tout autour de ma position. Parfois, les bruits s'estompaient complètement, me faisant penser qu'ils avaient finalement perdu tout intérêt et étaient partis. Puis j'entendais une branche craquer ou le bruissement de quelque chose qui déplaçait son poids, et je réalisais qu'ils étaient toujours là, observant toujours, attendant toujours. L'aspect le plus troublant était l'intelligence apparente de leurs mouvements. Ils ne se sont jamais approchés assez près pour que je les voie clairement,
mais ils étaient manifestement conscients de l'endroit exact où je me trouvais. Plusieurs fois, j'ai entendu ce qui ressemblait à de douces vocalisations, des sons graves et grondants qui semblaient porteurs de sens, comme s'ils communiquaient entre eux au sujet de l'étrange visiteur sur leur territoire. Vers 3 heures du matin, tout est redevenu silencieux. L'absence soudaine de mouvement et de son était presque aussi angoissante que l'activité l'avait été. J'ai attendu une autre heure avant de me permettre de me détendre, même légèrement, pensant qu'ils étaient peut-être enfin partis. Je me trompais encore. Juste avant l'aube, je me suis assoupi quelques minutes en m'appuyant contre le rocher froid. L'épuisement avait finalement vaincu la peur et mes yeux se sont fermés sans ma permission. Je me suis réveillé en entendant la fermeture éclair de ma tente s'ouvrir. Le son était absolument sans équivoque. Ce grincement métallique distinctif d'une fermeture éclair qu'on tire lentement et prudemment vers le bas. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé vers ma tente, positionnée à environ 3 mètres sur ma gauche. Dans la faible lumière de l'aube, grise, informe et lourde de brume, je pouvais voir une grande forme sombre accroupie à côté de l'entrée de la tente, manipulant la fermeture éclair avec ce qui semblait être une dextérité remarquable. J'ai retenu mon souffle et je suis resté complètement immobile, chaque muscle figé, ne voulant pas attirer l'attention de ce qui examinait mon équipement de camping. Mes mains se sont crispées sur le fusil, mais je ne l'ai pas levé, je n'ai pas bougé, je n'ai même pas cligné des yeux. Un profond instinct de survie me disait qu'attirer l'attention sur moi, en ce moment, serait catastrophiquement stupide. La créature a passé plusieurs minutes à examiner l'intérieur de ma tente, tendant la main et déplaçant les choses silencieusement et soigneusement. À un moment donné, elle a sorti mon sac de couchage et a semblé tâter le tissu, essayant peut-être de comprendre de quoi il était fait ou à quoi il servait. Le niveau de curiosité et d'investigation méthodique était remarquable à observer, même à travers le prisme de ma terreur. Quand elle en a eu fini avec la tente, la créature s'est dirigée vers mon sac à dos, que j'avais laissé par terre près de mon campement. Encore une fois, elle a passé plusieurs minutes à en parcourir le contenu, retirant les objets un par un, les examinant avec une fascination apparente, puis les remettant à peu près là où ils étaient. Une bouteille d'eau, un paquet de fruits secs, ma trousse de premiers secours. Chaque objet a reçu un examen attentif avant d'être replacé. Pendant toute cette investigation, la créature est restée juste à la limite de ma vision périphérique. Je pouvais voir sa forme générale et estimer sa taille, nettement plus grande que n'importe quel humain, couverte d'une fourrure ou de poils sombres qui semblaient absorber la lumière naissante de l'aube. Mais je ne pouvais pas distinguer les détails spécifiques de son visage ou de ses mains. Elle se déplaçait avec une économie de mouvements fluides, presque gracieuse, qui suggérait une puissance physique énorme, soigneusement maîtrisée. Le plus troublant était la façon dont elle se déplaçait silencieusement. Malgré sa taille et sa masse évidente, elle ne faisait presque aucun bruit en examinant mon équipement. Les seuls bruits étaient le léger bruissement occasionnel du tissu en nylon et ce murmure métallique initial de la fermeture éclair de la tente. Pour quelque chose d'aussi grand, elle avait une capacité presque surnaturelle à se déplacer sans perturber son environnement. Après peut-être 20 minutes, la créature a semblé se désintéresser de mon matériel de camping. Elle s'est redressée, un mouvement qui m'a fait prendre conscience de sa taille réelle et s'est éloignée de mon campement, retournant vers la lisière des arbres. Je l'ai perdue de vue dans la lumière grandissante de l'aube et la brume qui flottait bas entre les arbres. Je suis resté absolument immobile pendant 1 heure entière de plus, à l'écoute de tout signe indiquant qu'elle ou d'autres pourraient encore être dans les parages. Alors que le jour se levait enfin et que la brume commençait à se dissiper, je me suis senti assez en sécurité pour bouger et évaluer ce qui s'était passé. En examinant ma tente et mon sac à dos, j'ai été frappé par la prudence avec laquelle tout avait été manipulé. Rien n'était endommagé ou détruit.
Les objets avaient été déplacés et examinés avec une minutie évidente, mais tout avait été remis plus ou moins à sa place. La créature avait fait preuve d'une retenue remarquable et de ce qui ne pouvait être décrit que comme de la curiosité plutôt que de l'agression. Elle aurait facilement pu détruire mon équipement ou m'attaquer pendant que je somnolais contre ce rocher. Au lieu de cela, elle avait mené ce qui semblait être une enquête minutieuse, presque scientifique, sur ma présence sur son territoire. En regardant autour du campement à la lumière du jour, j'ai trouvé des preuves que mes visiteurs nocturnes avaient été encore plus nombreux que je ne l'avais imaginé. Il y avait des empreintes de pas partout, autour de ma tente, près de mon sac à dos et dans un large cercle englobant tout mon campement. Les empreintes montraient au moins 3 individus distincts, tous de taille énorme, mais avec des variations subtiles de forme et de profondeur qui suggéraient des âges différents ou peut-être des sexes différents. Mais la découverte la plus troublante m'attendait à ma voiture. Je m'étais garé à près d'1 kilomètre de mon campement, pensant que la distance maintiendrait mon véhicule à l'écart de toute activité qui pourrait se produire près de la clairière. La randonnée de retour au début du sentier a pris plus de temps que d'habitude, car mes jambes semblaient faibles et cotonneuses, tremblant encore des expériences de la nuit. Quand j'ai enfin atteint ma Subaru, je me suis arrêté net. De grandes empreintes de mains couvraient la portière et la vitre côté conducteur, bien plus grandes que des mains humaines, montrant le même motif distinctif que j'avais vu sur mon piège photographique. Ceux qui avaient visité mon campement avaient aussi trouvé ma voiture et l'avaient examinée minutieusement. Les empreintes suggéraient qu'ils avaient testé les poignées de porte et appuyé contre les vitres, essayant probablement de comprendre ce qu'était le véhicule et comment il fonctionnait. En regardant de plus près, j'ai trouvé des empreintes supplémentaires sur le capot et le long des 2 côtés de la voiture. Il y avait des empreintes de pas dans la terre meuble autour de l'aire de stationnement, montrant qu'au moins 2 individus avaient passé un temps considérable à inspecter mon véhicule. Ils savaient d'où j'étais venu, où j'avais campé et comment je comptais quitter la région. Le niveau d'intelligence et de coordination requis pour ce genre de surveillance complète était fondamentalement troublant. Debout à côté de ma voiture ce matin-là, regardant ces empreintes de mains massives sur la vitre poussiéreuse, je me sentais plus vulnérable et exposé que je ne l'avais jamais été de ma vie. Ces créatures ne se contentaient plus de se déplacer au hasard sur leur territoire. Elles m'étudiaient activement, apprenaient mes habitudes, démontrant un niveau d'intelligence qui les rendait véritablement dangereuses, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la force physique. J'ai chargé mon équipement dans la voiture et je suis rentré chez moi aussi vite que les routes de montagne sinueuses le permettaient, désespéré de mettre de la distance entre moi et une région où j'étais clairement dépassé et complètement perdu. Mais l'expérience avait fondamentalement changé ma compréhension de ces forêts que j'avais aimées pendant tant d'années. Je ne pouvais plus les considérer comme une nature sauvage, familière, que je comprenais, et où je pouvais naviguer en toute sécurité. Elles abritaient quelque chose que je ne comprenais pas, quelque chose qui était maintenant très conscient de mon existence. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai passé des heures à faire des recherches en ligne sur ce que j'avais vécu, tapant des termes de recherche que j'aurais tournés en dérision 1 semaine plus tôt dans plusieurs navigateurs et suivant des liens profonds dans des recoins d'Internet dont je n'avais jamais connu l'existence. J'avais toujours été sceptique face aux histoires de créatures inconnues dans la nature, les rejetant comme des produits d'imagination débordante ou des canulars délibérés conçus pour attirer l'attention ou générer des revenus. Mais après ce dont j'avais été témoin, j'étais prêt à envisager des possibilités que je n'avais jamais envisagées auparavant. Le volume d'informations était écrasant. Des forums dédiés aux observations de cryptides, des sites web cataloguant les témoignages, des articles universitaires discutant de la psychologie des rencontres en pleine nature, et même des analyses scientifiques de prétendues preuves collectées au fil des décennies. Je suis tombé dans un engrenage qui a duré des heures.
lisant témoignage après témoignage de personnes qui prétendaient avoir vu exactement ce que j'avais vu, vécu exactement ce que j'avais vécu. Certains récits étaient clairement fabriqués, trop parfaits et polis pour être authentiques, reprenant tous les clichés attendus d'une histoire de feu de camp, conçue pour un effet maximal. Mais d'autres avaient une authenticité brute, une confusion qui résonnait avec ma propre expérience. Ces gens n'essayaient pas de divertir ou d'impressionner. Ils essayaient de donner un sens à quelque chose qui avait brisé leur compréhension du monde. Je me suis surprise à prendre des notes, compilant des listes d'éléments communs qui apparaissaient dans plusieurs rapports. Les empreintes de pas massives, le silence étrange qui précédait les rencontres, le sentiment d'être observé et étudié plutôt que menacé, les preuves d'intelligence et de curiosité, l'audace croissante avec le temps. Le schéma était suffisamment cohérent pour suggérer quelque chose de réel sous-jacent au rapport, mais si extraordinaire que l'accepter nécessitait d'abandonner les hypothèses confortables que j'avais entretenues toute ma vie. Ce que j'ai trouvé était à la fois rassurant et profondément troublant. Il y avait des centaines, peut-être des milliers, de rapports similaires provenant de zones sauvages à travers l'Amérique du Nord. Des gens décrivant des rencontres avec de grandes créatures bipèdes et intelligentes qui montraient une curiosité remarquable pour les activités humaines. La cohérence des descriptions à travers différentes régions et périodes était frappante. Les créatures étaient toujours décrites comme énormes, couvertes de fourrures, bipèdes, et affichant une intelligence bien au-delà de ce qu'on attendrait de n'importe quel animal connu. De nombreux rapports mentionnaient le même silence étrange que j'avais ressenti, la même sensation d'être observé et étudié plutôt que simplement menacé. Ce qui m'inquiétait le plus, c'étaient les récits de comportements de plus en plus audacieux. Beaucoup des rapports les plus récents décrivaient des créatures qui ne se contentaient plus de rester cachées et mystérieuses. Elles approchaient des campements, examinaient l'équipement et dans certains cas, suivaient et observaient activement les visiteurs humains sur leur territoire. Le schéma d'escalade était clair et dérangeant. Observation passive initiale, suivie d'une enquête plus directe, suivie de ce qui ne pouvait être décrit que comme une surveillance systématique. J'ai commencé à me demander si mes propres activités n'avaient pas involontairement déclenché une escalade de leur intérêt, en installant des pièges photographiques, en campant la nuit, en visitant à plusieurs reprises la même zone, j'avais essentiellement annoncé ma présence et démontré que j'essayais de les documenter. Peut-être avais-je franchi un seuil invisible qui marquait la différence entre être toléré et être considéré comme une menace ou une intrusion nécessitant une surveillance active. Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de rester à l'écart de cette zone de la forêt. J'ai trouvé d'autres sentiers à parcourir, d'autres clairières à photographier, d'autres sections de nature sauvage qui semblaient plus sûres et moins chargées de menaces. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais vécu et à ce que cela pouvait signifier, autant pour moi personnellement que pour quiconque pourrait s'aventurer dans des zones où il pensait être seul. Le problème était qu'éviter la zone ne semblait pas suffire. J'ai commencé à remarquer des signes que mes visiteurs nocturnes n'étaient peut-être pas restés cantonnés à leur territoire forestier isolé. De petites choses au début, faciles à ignorer ou à expliquer. Des empreintes de pas dans la terre meuble autour de mon immeuble après de fortes pluies, positionnées sous la fenêtre de ma chambre. Le sentiment d'être observé quand je sortais mes poubelles après la tombée de la nuit. Des perturbations subtiles des plantes en pot sur mon petit balcon qui suggéraient que quelqu'un ou quelque chose les avait examinées. La première preuve définitive est arrivée environ 1 mois après mon expérience de camping. Je me suis réveillé un matin et je suis allé ouvrir mes rideaux pour trouver des empreintes de mains à l'extérieur de la fenêtre de ma chambre. De grandes empreintes de mains distinctives montrant le même motif que j'avais vu sur ma voiture et mes pièges photographiques. Les empreintes étaient positionnées à une hauteur qui aurait nécessité quelque chose d'au moins 2,40 m pour les faire, et mon appartement est au premier étage. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être des heures, fixant ces empreintes sur la vitre,
ma main figée sur le cordon du rideau. Mon esprit essayait de générer des explications qui rendraient ces empreintes normales, innocentes, explicables. Peut-être qu'un laveur de vitres était passé et que j'avais oublié. Peut-être que des enfants avaient fait une farce avec des gants surdimensionnés. Peut-être que je dormais encore et que ce n'était qu'un cauchemar particulièrement vif. Mais les empreintes étaient réelles. Elles étaient toujours là quand je clignais des yeux, toujours là quand je me frottais les yeux, toujours là quand je pressais ma propre main contre la vitre de l'intérieur et que je confirmais que quiconque ou quoi que ce soit les avait faites avait des mains presque 2 fois plus grandes que les miennes. Je me suis déclaré malade au travail ce jour-là. Je ne pouvais pas faire face aux routines normales de peser des animaux, de discuter des calendriers de vaccination et de prétendre que ma plus grande préoccupation était de savoir si le vieux Beagle de M. Patterson faisait assez d'exercice. J'ai passé la journée dans mon appartement avec tous les stores fermés, sursautant à chaque bruit, incapable de chasser l'image de quelque chose se tenant à l'extérieur de ma fenêtre dans l'obscurité, pressant ses mains massives contre la vitre, me regardant pendant que je dormais, inconsciente et vulnérable dans mon lit. La prise de conscience qu'une ou plusieurs de ces créatures m'avaient suivi depuis la forêt, avaient trouvé où je vivais, s'était approché de mon immeuble pendant la nuit et avait regardé par la fenêtre de ma chambre pendant que je dormais était terrifiante au-delà de ma capacité à la décrire adéquatement. La sûreté et la sécurité de ma propre maison avaient été compromises par quelque chose que je ne comprenais pas et que je ne pouvais ni prédire ni contrôler. Ce jour-là, j'ai pris une décision qui allait à l'encontre de tout ce que j'avais toujours cru sur moi-même en tant que femme de plein air et photographe de nature. J'allais mettre fin à mon implication dans ce qui se passait dans ces montagnes. Plus de pièges photographiques, plus de voyages de camping, plus de tentatives de documenter ou de comprendre ce que j'avais rencontré. J'allais ranger mon équipement, éviter complètement ces zones et espérer que mon retrait satisferait l'intelligence qui se cachait derrière ce contact croissant. Mais il semblait que ma décision était peut-être arrivée trop tard. 2 jours après avoir trouvé les empreintes de mains sur ma fenêtre, je suis rentré du travail pour trouver quelque chose qui m'attendait sur le parking derrière mon immeuble. Le piège photographique qui avait été volé dans la clairière, placé soigneusement sur le capot de ma voiture. L'appareil semblait intact, et quand j'ai vérifié la carte mémoire, j'ai trouvé des dizaines d'images qui n'y étaient pas quand il avait été pris. Mes mains tremblaient si fort que j'avais à peine réussi à insérer la carte SD dans mon ordinateur portable. Je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé qui refroidissait à côté de moi, cliquant sur image après image de lieux que je n'avais jamais vus, de perspectives que je n'avais jamais envisagées, preuve d'un voyage qui semblait s'étendre sur des kilomètres de nature sauvage que je n'aurais peut-être jamais découverte par moi-même. Certaines des photos étaient presque belles, d'une manière étrange et troublante. Une cascade tombant sur des rochers couverts de mousse, photographiée d'en bas d'une manière qui suggérait que la caméra avait été tenue par quelque chose se tenant dans le ruisseau. Une famille de cerfs broutant dans une prairie, capturée depuis une cachette dans un sous-bois épais. L'entrée d'une grotte beaucoup plus grande que celle près de la clairière, photographiée de l'intérieur, regardant une vue de montagne lointaine que je ne pouvais pas identifier. Ces images racontaient l'histoire d'un monde qui existait parallèlement à celui que je connaissais. Un monde où des créatures se déplaçaient dans la nature avec des caméras qu'elles avaient prises à des photographes curieux, documentant leur propre vie avec une technologie volée. La pensée était à la fois fascinante et horrifiante. La plupart étaient des clichés de la forêt, sous des angles et depuis des endroits que je ne reconnaissais pas, suggérant que la caméra avait été transportée de manière intensive au cours des dernières semaines. Des images de ruisseaux que je n'avais jamais vues, de formations rocheuses que je ne pouvais pas situer, des vues de la canopée depuis le sol qui montrait de la forêt sous des perspectives qu'aucun photographe humain ne capturerait habituellement. Mais les dernières images étaient les plus troublantes. Elles montraient mon immeuble.
ma place de parking, mon balcon avec sa petite collection de plantes, la fenêtre de ma chambre, photographiée de l'extérieur la nuit, quand les lumières étaient allumées et que ma silhouette aurait été clairement visible à travers les rideaux. La caméra avait été utilisée pour documenter une surveillance systématique de mon lieu de vie. Le message était sans équivoque. Ils savaient où je vivais. Ils avaient l'intelligence et la dextérité nécessaires pour faire fonctionner un équipement électronique complexe. Et ils m'informaient que mon retrait de leur territoire n'avait pas mis fin à leur intérêt pour moi. Cette nuit-là, j'ai entendu des bruits à l'extérieur de mon appartement qui ont confirmé mes pires craintes. Des pas lourds se déplaçant sur le parking en bas. De longues pauses sous ma fenêtre, comme si quelque chose regardait en l'air et décidait de s'approcher. Le craquement de l'escalier en bois qui menait au premier étage de l'immeuble. Des bruits de frottement dans le couloir devant ma porte. Les bruits ont continué jusqu'à l'aube, où ils se sont finalement estompés. Je n'ai pas dormi du tout cette nuit-là. Je suis restée assise dans mon salon avec toutes les lumières allumées et le fusil sur mes genoux, écoutant les preuves que ma vie avait été fondamentalement et peut-être définitivement changée par ma curiosité pour ceux qui vivaient dans ces forêts reculées. Le lendemain matin, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai appelé ma supérieure à la clinique vétérinaire et j'ai posé ma démission avec un préavis de 2 semaines. J'ai contacté un agent immobilier pour mettre mon appartement en vente. J'ai vendu tout mon équipement de plein air, les appareils photo, le matériel de camping et les chaussures de randonnée qui avaient été des éléments si centraux de mon identité pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. J'ai commencé à planifier de déménager quelque part, loin des forêts et des montagnes, quelque part de plat, d'urbain et de peuplé, un endroit où ce qui s'était tant intéressé à moi serait peu susceptible ou peu disposé à me suivre. Les conversations ont été difficiles. Ma supérieure, le docteur Harrison, avait été un mentor pour moi pendant des années. Elle m'a demandé pourquoi je partais si soudainement et je n'ai pas pu lui donner de réponse honnête. Que pouvais-je dire? Que j'avais photographié quelque chose d'impossible dans les montagnes, que ça m'avait suivi chez moi et m'avait regardé dormir, que je fuyais la région parce que je croyais être traqué par des créatures qui n'étaient pas censées exister. Je lui ai dit que j'avais besoin de changement, qu'on m'avait offert un poste dans l'Ohio qui était trop beau pour être refusé. Elle m'a souhaité bonne chance et m'a dit qu'elle était désolée de me voir partir. Le mensonge avait un goût amer dans ma bouche. Mais la vérité aurait eu un goût pire. Vendre mon équipement a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Chaque article portait des souvenirs de randonnée, de voyages de camping et de matins parfaits passés à photographier la faune dans des endroits que la plupart des gens ne voient jamais. Les appareils photos qui avaient capturé tant de belles images de cerfs, de renards et de l'ours noir occasionnel qui n'avaient rien de surnaturel. La tente dans laquelle j'avais dormi des dizaines de nuits parfaites sous des ciels étoilés. Les chaussures qui m'avaient porté sur des centaines de kilomètres de sentiers de montagne. J'ai tout vendu à un jeune couple qui se lançait dans la photographie de plein air. Ils étaient si excités, si pleins du même enthousiasme que j'avais ressenti autrefois. Je voulais les avertir, leur dire d'être prudents, leur suggérer de trouver peut-être un autre passe-temps. Mais j'ai simplement souri, pris leur argent et espéré qu'ils ne vivraient jamais ce que j'avais vécu. Cela ressemblait à une capitulation et à bien des égards, c'en était une. Mais cela semblait aussi être la seule réponse rationnelle à une situation qui avait complètement échappé à ma capacité de comprendre ou de contrôler. J'étais tombé sur quelque chose qui fonctionnait selon des règles que je ne connaissais pas. Sur un territoire que je pensais comprendre, mais que je n'avais clairement jamais compris. Pendant des mois après mon déménagement à Columbus, je suis restée vigilante, à tout signe que mon départ n'avait pas été accepté. J'ai guetté les empreintes de pas autour de mon nouvel appartement, j'ai écouté les bruits qui n'avaient pas leur place, j'ai vérifié mes fenêtres chaque matin pour trouver des preuves de visite nocturne. Progressivement, les signes de surveillance se sont estompés. Et j'ai commencé à espérer que ma capitulation avait satisfait l'intelligence à laquelle j'avais eu affaire.
Cela fait maintenant plus d'un an depuis ma dernière rencontre définitive et j'ai commencé à sentir que j'avais peut-être réussi à m'extraire d'une situation qui aurait pu se terminer bien plus mal. J'ai un nouvel emploi, un nouvel appartement, dans un quartier animé où je ne suis jamais vraiment seul. Une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec les forêts, la faune ou la nature sauvage que j'ai autrefois tant aimée. Mais je ne m'aventure toujours pas dans les zones reculées. Et je vérifie toujours régulièrement mes environs pour déceler des signes de visiteurs que je n'accueillerai pas. L'expérience a changé toute ma compréhension de ce qui pourrait vivre dans les vastes zones sauvages qui couvrent encore une si grande partie de ce continent. Il y a des endroits là-dehors, reculés et rarement visités, où existent des choses que la plupart des gens trouveraient impossibles à croire. Et certaines de ces choses sont assez intelligentes pour comprendre quand elles sont observées et étudiées, assez intelligentes pour retourner la surveillance contre l'observateur. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne auparavant, en partie parce que je sais comment ça sonne. C'est exactement le genre de récit qui fait que les gens sont étiquetés comme instables ou en quête d'attention, le genre d'histoire qui fait que les amis vous regardent différemment et que les collègues chuchotent dans votre dos. Mais je n'ai jamais cessé de penser à ce que j'ai vécu et à ce que cela pourrait signifier pour d'autres personnes qui s'aventurent dans des zones où elles ne sont peut-être pas aussi seules qu'elles le croient. Les forêts sont toujours là, toujours vastes, sauvages et anciennes, toujours le foyer de choses que la plupart des gens ne rencontrent jamais et ne veulent jamais rencontrer. Et quelque part dans ces clairières reculées et ces vallées cachées, quelque chose observe, attend et démontre un niveau d'intelligence qui le rend bien plus dangereux que n'importe quel ours ou puma. Pas dangereux dans le sens de la violence physique, nécessairement. Dangereux dans le sens de la curiosité, de la patience, de la volonté d'observer, d'apprendre et de suivre. Je me considère chanceuse d'avoir échappé à cette situation avec rien de plus que des nuits blanches et une compréhension fondamentalement modifiée de la sécurité en pleine nature. Mais je sais aussi que ma curiosité a failli me coûter bien plus que ça. Je sais maintenant qu'il y a des endroits dans ce monde où les êtres humains ne sont pas les observateurs les plus intelligents, ni les guetteurs les plus patients, ni le sommet de quoi que ce soit. Les pièges photographiques sont partis, rangés dans un box de stockage que je ne visiterai probablement jamais. Le matériel de camping est allé à une œuvre de charité qui équipe des jeunes défavorisés pour des expériences en plein air. Les chaussures de randonnée qui m'ont porté sur des milliers de kilomètres de sentiers de montagne sont dans une décharge quelque part. Et les saisons de chasse passent sans moi maintenant. Les couleurs d'automne que j'aimais autrefois passant des oranges et rouges brillants au brun terne de l'hiver pendant que je reste en sécurité dans mon appartement urbain et que j'essaie de ne pas penser à ce que j'ai laissé derrière moi. Mais parfois, surtout les nuits calmes où les bruits de la ville s'estompent et que je suis allongé seul dans l'obscurité, je ressens encore cette sensation, ce picotement dans la nuque, cette certitude que quelque chose là-dehors observe. Et quand cela arrive, je ferme les yeux plus fort, je tire les couvertures plus près et je me rappelle que j'ai fait mon choix. J'ai choisi la sécurité plutôt que la connaissance. J'ai choisi la survie plutôt que la compréhension. J'ai choisi de m'éloigner d'un mystère qui aurait pu me consumer entièrement. Certains mystères valent mieux ne pas être résolus. À certaines questions, il ne faut jamais répondre. Et certaines choses qui observent depuis l'obscurité valent mieux ne pas être observées en retour. J'aimerais juste pouvoir arrêter de me demander ce qu'ils voulaient, ce qu'ils essayaient d'apprendre, ce qu'ils auraient pu faire si je ne m'étais pas retiré quand je l'ai fait. Ces questions me suivent tout au long de mes journées et hantent mes nuits, sans réponse et sans fin, le prix que je paie pour un aperçu de quelque chose qui n'a jamais été destiné à être vu. La femme que j'étais avant cet automne, la femme de plein air confiante qui pensait connaître tous les secrets de ces montagnes, elle n'existe plus. À sa place se trouve quelqu'un de plus prudent, plus conscient, plus respectueux des frontières entre le monde humain
et le monde plus ancien, plus étrange, qui existe à ses côtés dans les endroits où les arbres poussent drus, où les sentiers s'effacent dans le néant et où le silence n'est jamais tout à fait vide. J'espère que quiconque lira ceci comprendra que je ne raconte pas cette histoire pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je n'essaie pas de prouver que Bigfoot est réel ou que la nature est pleine de monstres. Je partage simplement ce qui m'est arrivé, aussi précisément et honnêtement que je m'en souvienne, parce que je pense que certaines expériences doivent être consignées même lorsqu'elles ne peuvent être expliquées. Et peut-être que quelque part, quelqu'un d'autre a vu ce que j'ai vu. Quelqu'un d'autre a ressenti cette conscience rampante, entendu ces pas mesurés dans l'obscurité, trouvé ces empreintes massives autour de sa tente au petit matin. Peut-être qu'ils liront ceci et sauront qu'ils ne sont pas fous, qu'ils n'imaginent pas des choses, qu'ils ne sont pas seuls dans leur expérience. Ou peut-être qu'ils seront plus intelligents que moi. Peut-être qu'ils reconnaîtront les signes avant-coureurs avant que les choses n'escaladent, avant que la curiosité ne devienne mutuelle, avant que l'observateur ne devienne l'observé. Peut-être qu'ils feront demi-tour, tant qu'ils le peuvent encore, pendant que la forêt n'est encore qu'une forêt, que les ombres ne sont encore que des ombres, et que le silence n'est encore que le calme naturel des lieux sauvages, loin de l'activité humaine. Je l'espère vraiment, sincèrement, parce que l'alternative, c'est de découvrir, comme je l'ai fait, que certaines de ces ombres ont une substance, qu'une partie de ce silence a un but, et que certains de ces lieux sauvages sont plus sauvages que nous ne l'avons jamais imaginé, abritant des intelligences qui nous observent depuis bien plus longtemps que nous ne les observons. Les montagnes sont patientes, les forêts gardent leurs secrets, et quelque part là-dehors, dans des clairières que je ne visiterai plus jamais, quelque chose se souvient de moi. Je dois croire que rester à l'écart est suffisant. Je dois croire que ma reddition a été acceptée, mon retrait honoré, mon territoire reconnu comme le petit espace urbain que je me suis approprié, loin des arbres, des sentiers et des grands espaces où je me sentais autrefois le plus vivante. Je dois croire ces choses parce que l'alternative est trop terrifiante à envisager. Mais tard dans la nuit, quand les doutes s'insinuent et que les ombres semblent bouger d'une manière qu'elles ne devraient pas, je me surprends à vérifier les fenêtres quand même. Juste au cas où. Juste pour être sûr. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et certaines peurs ne s'estompent jamais complètement. La fin de cette histoire n'est que le début d'une existence différente. Une existence où plus rien ne semble tout à fait sûr. Où chaque ombre pourrait receler des secrets. Où la ligne entre le monde connu et quelque chose de beaucoup plus ancien et étrange a été définitivement brouillée. Je ne sais pas ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, ou ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas s'ils sont toujours là-bas dans ces forêts, observant le prochain photographe curieux qui s'aventure trop loin des sentiers principaux. Je ne sais pas s'ils ont déjà trouvé d'autres personnes comme moi. Des gens qui ont posé trop de questions et ont payé un prix trop élevé pour les réponses qu'ils ont presque reçues. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu. Tout ce que je peux partager, c'est ce que j'ai vu, entendu et ressenti pendant ces semaines terrifiantes où j'ai réalisé que la nature que j'aimais était aussi quelque chose à craindre. Et tout ce que j'espère, c'est que le partage de cette histoire serve à quelque chose, serve d'avertissement, offre une petite parcelle de connaissances à quiconque pourrait s'engager sur le même chemin que j'ai parcouru. Soyez prudents là-dehors. Faites attention au silence. Faites confiance à ce sentiment lorsque vos instincts vous hurlent que vous êtes observé. Et si vous trouvez des empreintes de pas massives autour de votre campement, si vos pièges photographiques commencent à bouger tout seuls, si la forêt devient silencieuse d'une manière qui semble délibérée plutôt que naturelle. Partez. Partez simplement et ne vous retournez pas. Parce que certaines choses dans ce monde valent mieux ne pas être découvertes. Et certaines découvertes, une fois faites, ne peuvent jamais être défaites. J'ai appris cette leçon à la dure, dans les forêts profondes des montagnes Allegheny,
pendant un automne qui a changé tout ce que je pensais savoir sur le monde et ma place en son sein. J'ai survécu, mais la survie a eu un coût que je paie encore et que je paierai probablement toujours. La femme qui parcourait ces sentiers avec confiance et joie, appareil photo à la main et émerveillement dans le cœur, elle a disparu pour toujours. Et à sa place se trouve quelqu'un qui sursaute aux ombres, qui vérifie compulsivement les fenêtres, qui ne se sentira plus jamais complètement en sécurité dans le monde. C'est le vrai prix du savoir, pas les nuits blanches, la carrière perdue ou l'appartement que j'ai dû abandonner. C'est la perte de l'innocence, la destruction de l'illusion réconfortante que nous comprenons le monde dans lequel nous vivons, que nous savons ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, que les frontières entre le connu et l'inconnu sont clairement marquées et facilement maintenues. Ces frontières sont plus minces que la plupart des gens ne le réalisent. Et de l'autre côté, des choses observent, apprennent, attendent. Je le sais parce que je me suis retourné. Et quelque chose m'a regardé droit dans les yeux. Parfois, j'aimerais ne jamais avoir installé ce premier appareil photo. Parfois, j'aimerais avoir ignoré ces traces étranges, ces marques de griffes inexplicables, et ce silence étrange qui aurait dû m'avertir. Parfois, j'aimerais avoir été le genre de personne qui peut voir un mystère et le laisser rester un mystère, qui peut ressentir de la curiosité et choisir de ne pas la poursuivre. Mais je n'étais pas cette personne. J'étais quelqu'un qui avait besoin de savoir, qui ne pouvait pas se reposer tant que les questions n'étaient pas résolues, qui croyait que la compréhension était toujours meilleure que l'ignorance. Je sais mieux maintenant. Je sais qu'une certaine ignorance est protectrice, que certaines questions sont dangereuses, que certaines portes devraient rester fermement closes. Mais cette connaissance est arrivée trop tard pour me sauver de ce que j'ai vécu. Et maintenant, je la porte avec moi toujours. Un poids qui ne se lève jamais tout à fait, une ombre qui ne s'estompe jamais tout à fait. Les forêts sont magnifiques en automne. J'ai vu des photos en ligne l'autre jour, des feuilles dorées, des matins brumeux et le jeu de la lumière à travers des arbres centenaires. Pendant un instant, juste un instant, j'ai ressenti une attirance pour cette beauté, une nostalgie pour les sentiers, les clairières et les endroits calmes que j'appelais autrefois ma deuxième maison. Puis, je me suis souvenu, et la nostalgie s'est transformée en quelque chose de froid et de serré dans ma poitrine, un nœud de peur qui ne se dénouera jamais complètement. J'espère que les forêts sont belles pour d'autres personnes. J'espère que d'autres photographes, randonneurs et amoureux de la nature pourront faire l'expérience de cette beauté sans jamais rencontrer ce que j'ai trouvé. J'espère que la grande majorité des visiteurs de la nature ne verront jamais rien de plus inhabituel qu'un oiseau rare ou un cerf inattendu, ne ressentiront jamais rien de plus troublant que la solitude ordinaire des lieux sauvages. Mais pour moi, ces jours sont révolus. Mes chaussures resteront dans le placard, mes appareils photos prendront la poussière, et quand l'automne reviendra, je resterai dans la ville où est ma place maintenant. Où c'est sûr, où je suis entouré de gens, de bruit et des preuves réconfortantes de la civilisation humaine. Où rien ne m'observe depuis l'obscurité, sauf les souvenirs qui ne veulent pas me lâcher. Certains prix valent la peine d'être payés pour la sécurité. Certaines pertes sont acceptables lorsque l'alternative est trop terrible à affronter. Et certaines histoires doivent être racontées, même quand il n'y a pas de fin satisfaisante. Même quand le conteur ne peut pas expliquer ce qui s'est réellement passé, même quand la vérité semble impossible. Ceci est mon histoire. Faites-en ce que vous voulez, mais souvenez-vous, la nature n'est pas aussi vide qu'elle le paraît. Le silence n'est pas toujours naturel. Et si jamais vous vous retrouvez dans un endroit reculé, entouré de forêts, ressentant cette conscience piquante que quelque chose vous observe, faites confiance à ce sentiment. Honorez cet instinct. Et partez tant que vous le pouvez encore. J'ai failli ne pas le faire. Et je passerai le reste de ma vie reconnaissante d'avoir finalement écouté ce que la peur essayait de me dire. Il y a des choses dans les bois que nous ne sommes pas censés voir. Je les ai vues. Et maintenant, elles savent que je sais. C'est une vérité avec laquelle je dois vivre, chaque jour, chaque nuit,
Chaque fois que je ferme les yeux et que je vois cette silhouette dans la lumière de l'aube, accroupie à côté de ma tante, examinant mon sac de couchage avec des mains qui n'ont jamais été faites pour tenir quoi que ce soit de fabrication humaine. Certaines vérités vous changent pour toujours. Celle-ci m'a changé. La fin de cette histoire n'est que le début d'une existence différente. Une où plus rien ne semble tout à fait sûr, une où chaque ombre pourrait receler des secrets, une où la ligne entre le monde connu et quelque chose de beaucoup plus ancien et étrange a été définitivement brouillée. Je suis toujours là, j'ai survécu, je suis parti, mais j'ai laissé quelque chose dans ces montagnes que je ne retrouverai jamais, ma certitude. Ma confiance, ma capacité à regarder une forêt et à ne voir que des arbres. Maintenant, je vois des possibilités. Maintenant, je vois des cachettes, des yeux qui observent et des choses anciennes qui existaient bien avant nous et qui existeront bien après notre disparition. Maintenant, je sais. Et savoir est le fardeau le plus lourd que j'ai jamais porté. Ceci est ma vérité, mon avertissement. Mon témoignage d'expérience que la plupart des gens n'auront jamais et ne devraient jamais chercher à avoir. Les forêts sont magnifiques. Les montagnes sont majestueuses. La nature sauvage fait appel à quelque chose de profond dans l'âme humaine, une aspiration ancienne à des espaces non touchés par la civilisation. Mais répondez à cet appel avec prudence. Parcourez ces sentiers avec conscience. Et si jamais la forêt devient silencieuse autour de vous, si jamais vous sentez des yeux dans votre dos, dans des endroits où vous pensiez être seul, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Margaret Chen, la photographe animalière qui a posé trop de questions sur des traces qu'elle aurait dû ignorer. Et puis, courez, courez et ne vous retournez pas, parce que c'est en se retournant qu'ils savent que vous les avez vus. Et une fois qu'ils le savent, ils n'arrêtent jamais de regarder. Jamais. La femme qui vous a raconté cette histoire regardera par-dessus son épaule pour le reste de sa vie. Ne laissez pas cette personne être vous. S'il vous plaît, ne laissez pas cette personne être vous.